Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les consultations se poursuivent en Côte d'Ivoire autour de la révision de la Constitution. L'État entend impliquer toutes les composantes de la société au projet avant un référendum populaire prévu en fin d'année. Des trajets 3 ou 4 fois moins chers en bus à Brazzaville, c'est le résultat de la Société congolaise de transport public urbain. Un bilan plus que positif pour seulement une année de service. Et les habitants des bidonvilles du Caire en passent d'être relogés. Le gouvernement égyptien a lancé un projet de construction de nouveaux habitats, des logements qui seront livrés en 2017. Société civile, classe politique, autorités religieuses, toutes les composantes de la société ivoirienne devraient être consultées en vue de la révision de la Constitution. C'est en tout cas le souhait du président Alassane Ouattara qui a initié le projet. Des consultations qui doivent s'achever avant le référendum populaire prévu en fin d'année. Déogracias Bodo. Le gouvernement ivoirien veut mettre à contribution tous les acteurs de la société pour la réussite du processus d'élaboration d'une nouvelle constitution. Depuis quelques mois, pouvoir et opposition ont entrepris des concertations en vue de discuter de plusieurs sujets majeurs, notamment dans les domaines politiques, sociaux ou encore économiques. Selon les autorités, la démarche permettra d'enrichir les réflexions sur la nécessité de la mise en place d'une constitution de la Troisième République. J'ai entrepris une série de consultations dans le cadre de ma proposition de mettre en place une constitution pour la Troisième République. C'est un exercice important à ce stade-ci. De prime abord, je voudrais dire que la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 2000. Le Conseil des ministres, après donc l'examen et l'adoption de ce document, pourra l'envoyer à l'Assemblée nationale. Selon le calendrier du président ivoirien, ces consultations devraient se poursuivre avec les organisations de la société civile, les autorités traditionnelles religieuses et d'autres composantes de l'État. Les observations seront ensuite transmises à un comité d'experts puis aux membres du gouvernement pour examen. Le texte sera plus tard adopté et transmis à l'Assemblée nationale pour approbation. D'ici là, les discussions se poursuivent. Chaque acteur fait part de ses critiques et autres suggestions. Pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'il y a des avancées dans ce projet de texte. Nous avons suggéré au chef de l'État de faire en sorte que cette constitution soit consensuelle et qu'elle soit débarrassée de tout ce qui est dispositions conflictuelles et faire en sorte aussi que les accords internationaux soient respectés, notamment les accords de Marcoussis, tout ce qui a été décidé soit pris en compte dans la réforme constitutionnelle. Pour une partie de la classe politique ivoirienne, la reprise du dialogue politique traduit une volonté du chef de l'État de faire converger toutes les opinions et de faire participer chaque composante à l'effort de développement du pays. L'exécutif a par ailleurs annoncé qu'un référendum et des élections législatives seront organisées avant la fin de l'année pour recueillir l'avis de tout le peuple ivoirien. Le facilitateur pour le dialogue politique en République démocratique du Congo, Edem Kodjo, a annoncé la mise en place d'un groupe de soutien à la facilitation. Il a également indiqué son intention de se rendre à Bruxelles afin d'y rencontrer quelques opposants, dont le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Pour rappel, des opposants réunis en conclave samedi dernier ont mis sur pied un rassemblement contre le président Joseph Kabila. En Tunisie, l'instance Vérité et Dignité a clôturé la phase de dépôt des dossiers. Les victimes des précédents régimes avaient jusqu'à ce mercredi pour se faire enregistrer. L'institution sera chargée de faire la lumière sur les crimes et violations des droits de l'homme commis entre 1955 et 2013. Diran Diaye. La Tunisie à la recherche de la vérité. À ce jour, près de 50 000 personnes ont déposé un dossier de victimes de la dictature de l'ancien président Ben Ali et du régime d'Habib Bourguiba auprès de l'instance Vérité et Dignité. La phase de dépôt a pris fin ce mercredi 15 juin 2016. Il ne reste plus que 2 ans à l'institution chargée de faire la lumière sur les exactions économiques et sociales commises entre 1955 et 2013 pour traiter tous les dossiers. Cette question liée à cette manière de regarder ce passé pour tirer les conclusions et partir sur une nouvelle ère. Et évidemment, la Commission va arriver à trouver un système de compensation, mais en vérité, l'absence de sérénité ne va pas conduire à prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que on va entrer dans ce qu'on appelle des décisions molles, qui ne vont pas satisfaire en aucune façon ceux qui aujourd'hui réclament une justice. La Tunisie poursuit sa reconstruction.
Afin de tourner la page de cette sombre période, le gouvernement prépare en ce moment un projet de loi pour amnistier les coupables de corruption s'ils payent une indemnité à l'État. En réalité, l'idée est bonne. Une amnistie est toujours un élément important pour pouvoir passer à autre chose. Mais il y a une telle accumulation de non-dits, de choses qui n'ont jamais été abordées. Donc il y a des éléments de clarification politique nécessaires et le pays, malheureusement, ne peut pas les aborder parce que le contexte est très mauvais. Le 14 janvier 2011 est une date marquée d'une pierre blanche pour beaucoup de Tunisiens. C'est en effet une marée humaine qui a déferlé dans le centre de Tunis, sur l'avenue Bourguiba. C'est à cette même date que Zine El Abidine Ben Ali, l'ancien président, était chassé du pouvoir après un mois de manifestations et de répression. Aujourd'hui, les défis à relever restent immenses. La crise socio-économique est toujours là. La refondation de l'appareil sécuritaire est loin d'être la seule réforme à mener. Il y a évidemment les réformes pour relancer les investissements et le tourisme, lourdement affectés par les récents attentats. Cela fait 1 an que la société de transport public urbain a débuté ses activités au Congo. Et depuis la mise en circulation de ces bus, la STPU a permis d'améliorer le quotidien de beaucoup d'usagers à Brazzaville. Davantage de quartiers sont desservis et les longs trajets coûtent désormais 3 ou 4 fois moins cher. Reportage notre correspondant d'Eva Panzou. Depuis que les bus, surnommés mal à l'aise par les Congolais, circulent dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire, les difficultés de transport ont été partiellement réduites. La société de transport public urbain est une société à responsabilité limitée. Elle compte 3 actionnaires, le portefeuille public qui détient 60% et les municipalités de Brazzaville et de Pointe-Noire qui détiennent 20% chacune. Objectif : permettre aux usagers de parcourir de longues distances à moindre coût. Depuis un moment, il y avait un phénomène qu'on appelait demi-terrain. Ce phénomène n'existe presque plus. Aujourd'hui, les gens peuvent se déplacer à moindre coût. Vous pouvez partir en prenant les extrémités. Vous pouvez partir de Kintélé jusqu'au centre-ville ou de Nkombo, CNRTV jusqu'au CHU pour 150 francs. Alors qu'il y a quelques mois, il fallait compter le triple, voire le quadruple. La Société des transports publics urbains emploie près de 800 agents et les recettes journalières sont estimées à 8 millions de francs CFA. Une recette qui est cependant loin des 20 millions souhaités. Toutefois, une année après leur mise en route, les Brazzavillois sont satisfaits car désormais ils peuvent se rendre d'un point à l'autre de la ville à 150 francs CFA. Moi, ça nous arrange parce qu'auparavant, pour se déplacer de centre-ville jusqu'à Ngangalngolo, normalement tu devrais au moins arranger pour avoir 1000 francs. Et là, ça nous arrange. Avec 150 francs, je me déplace de centre-ville jusqu'à Ngangalngolo. Donc ça, quand même, c'est une bonne chose. On a admiré ça. Ça nous arrange vraiment. Les responsables de la Société des transports publics urbains ont un plan de développement en vue d'améliorer l'offre sur le marché. Ainsi, un grand garage sera construit à Kintélé afin de recycler les mécaniciens de la société. Il sera élargi à d'autres apprenants. Ils envisagent aussi d'agrandir leur parc auto avec la réception de 400 nouveaux bus d'ici la fin de cette année. Notons que ces bus ont été mis en circulation le 2 juin 2015 pour assurer gratuitement le déplacement des candidats au baccalauréat vers leur centre d'examen. Un acte qui a été reconduit cette année. À ce jour, la concurrence avec les particuliers demeure, car les bus de la Société des transports publics urbains ne représenteraient qu'un 5e des véhicules de transport en commun. Au Maroc, le roi Mohamed VI a inauguré mardi la Fondation des oulémas africains, une instance qui a pour objectif de promouvoir un islam modéré et tolérant et d'assurer une coordination entre 120 théologiens provenant de 31 pays différents. Créée par un décret royal le 25 juin 2015, la fondation a été installée à la mosquée Al-Karawinine de Fès, haut lieu spirituel pour nombre de pays africains. En Égypte, le gouvernement a lancé la construction de nouveaux habitats pour reloger les habitants des quartiers précaires du Caire, la capitale. Le projet ambitionne d'améliorer les conditions de vie de près de 850 000 personnes. La dernière phase de ce programme doit s'achever en 2017. Victoria Silamussoje s'est dit. En Égypte, le gouvernement a lancé un programme de réhabilitation des quartiers délabrés du Caire. Environ 850 000 personnes vivent dans 351 bidonvilles et sont exposées à des conditions de vie précaires. Entre pauvreté, maisons délabrées et eaux usées, la question de leur sécurité s'impose. En 2008, un éboulement de terrain avait occasionné des pertes en vie humaine dans un bidonville à Manchiette Nasser. Depuis, le gouvernement a déclaré que la priorité était de les recaser.
Le glissement de terrain a détruit les habitations d'environ 1200 familles, en plus de celles qui vivent dans des conditions précaires. Le relogement de ces familles est donc une priorité pour nous. Nous vivions dans des conditions très difficiles. Je devais aller chercher de l'eau très loin, me déplacer péniblement, ce qui était épuisant pour moi. Mais dans cette nouvelle maison, nous avons accès à l'eau potable de très bonne qualité. En 11 mois, 12 000 appartements ont été construits. Le gouvernement qui a prévu 20 000 logements compte achever la troisième phase du projet en 2017. Mais l'accès à ces habitations ne dispense pas les habitants de s'acquitter d'une redevance mensuelle destinée à l'entretien. Une redevance qu'ils pourront couvrir grâce à l'ouverture d'un centre de formation professionnelle avec offre d'emploi. L'État a également prévu de moderniser des établissements informels et de réfectionner certains bâtiments. Les maisons qui étaient en mauvais état ont été démolies puis réfectionnées. C'était la solution temporaire proposée par l'État. Et ceux qui vivaient dans des zones à haut risque ont été déplacés vers de nouvelles maisons. Les efforts du gouvernement devraient aboutir ces 3 prochaines années à la construction de nouveaux logements dans le pays. Le projet coûtera environ 1,58 milliard de dollars. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.